Il va mettre ça ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu veux pas allez, prenez les images là. D'abord. Non, non, on ne peut pas mettre quelque chose dans la chose. Ce n'est pas possible. Camarades militantes et militants, je voudrais Messieurs, vous dire merci de votre présence. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci à cette conférence de presse qui intervient à un moment particulier. Un moment particulier, je mesure l'intérêt que les uns et les autres accordent à cette rencontre. C'est une rencontre qui m'offre l'opportunité de m'adresser à nos concitoyens à travers vos médias respectifs en ces périodes tumultueuses et de forte tension sociale dans notre pays. La tradition c'est que je fasse un discours introductif et que je me prête par la suite à vos questions. Comme vous le savez, le 6 août dernier, lors de son discours à la nation, M. Alassane Ouattara a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour un troisième mandat. Alors qu'il a toujours affirmé, la main sur le cœur, qu'il ne briguerait pas un autre mandat. Le 5 mars 2020, devant les parlementaires réunis en congrès, il a réaffirmé en ces termes, et je le cite, « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. » Point de citation. Point de citation. Sur son compte Twitter, il a écrit ceci. Je le cite toujours. « Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une autre génération. » Fin de citation. Le 6 août 2020, le président Alassane Ouattara a renié sa parole, a violé ses engagements, a déchiré la constitution qui, selon ses propres experts et d'éminents juristes ivoiriens, ne lui permet pas de briguer un autre mandat. Renier sa parole, ne pas respecter ses engagements sont des actes d'une extrême gravité pour un chef d'État. Gravité parce que, comme vous le savez, en commentant cette forfaiture, M. Ouattara a pris le risque de replonger la Côte d'Ivoire dans une crise majeure. La déflagration est aujourd'hui une réalité palpable et quotidienne qui met en péril la fragile cohésion sociale du pays. En effet, depuis l'annonce de sa candidature illégale le 6 août dernier, des manifestations qui dégénèrent en affrontements intercommunautaires, particulièrement meurtriers, se multiplient un peu partout dans le pays, avec leur corollaire de chasse à l'homme, d'assassinats à l'arme blanche, de violences contre les personnes et les biens. Le 7 août à Bonoua, le 10 août à Gagnoa, les 11 et 12 août à Toumouni et Daouko. L'investiture de M. Ouattara n'a pas permis de faire baisser la tension en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, elle a attisé les tensions. Des communes telles que Divo, Bonoua, Gagnoa, épicentres de la contestation, ont été mises sous couvre-feu en vue de contenir les manifestations et tenter de faire cesser les affrontements intercommunautaires. À l'étranger, notamment en France, au Canada et aux États-Unis,
La diaspora ivoirienne a spontanément organisé des marches de protestation. Le bilan des affrontements est particulièrement lourd. Plus d'une trentaine de décès enregistrés à l'heure actuelle, des centaines de blessés, de nombreux véhicules de transport en commun, dont ceux de la Sotra à Abidjan, ceux de la société privée Camille Transport à Boulois, ont été incendiés. Des bâtiments et services publics, des commerces et des lieux d'habitation entièrement saccagés ou détruits, notamment avant-hier à Assini et hier à Fresco, où une partie de la mairie est partie en fumée. Du mobilier urbain et infrastructures routières dégradées. Plusieurs opposants et même des leaders de la société civile, dont Balé et Pulchéry, ont été arrêtés. À ce sujet, 22 manifestants ont été interpellés à Korobo et conduits hier, 24 août, devant le tribunal de cette commune. Les dégâts matériels s'évaluent à plusieurs milliards de francs CFA. Plus grave, sur les réseaux sociaux, des messages sont lancés par des cyberactivistes appelant à des épurations ethniques, à la guerre civile. Je condamne ces messages de haine. J'aimerais dire à tous ceux qui suivent cette vidéo maintenant et tous ceux qui vont suivre cette vidéo après, qui sont du Lord, du Bois et du Gore. Je dis bien du Gore, c'est-à-dire que là, Kotagamiwa et tout ça, et du Lord, du Bois, Thibaut et tout ça. Appelez vos parents, dites-leur d'aiguiser leur machette, qu'ils prennent leur fusil de chasse, qu'ils allument n'importe quel singe qui les a Madoula là-bas. Qu'ils allument n'importe quel singe, n'importe quel chimpanzé qui les a Madoula là-bas. Que tous les killers quittent, que ce soit dans les campements, dans les villages, que les Tiboulais s'organisent et qu'ils fassent 0% de doula dans toute la région de Tibou. Appelez vos parents, appelez dans les villages. Appelez les chefs de village de votre cité, de votre quartier, de votre village. Dites-leur de dire aux jeunes de prendre des fusils et des machins et de faire 0% de doula chez eux. Qu'ils tuent tous ceux qui vont trouver sur leur route, qu'ils chassent tous ceux qui vont trouver sur leur route. Bako Lola de son passé, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? On ne pouvait même pas porter le t-shirt de Ouattara. Maintenant, nous allons imposer ça. Personne ne portera le t-shirt de Bako Lola en Côte d'Ivoire. Personne. Parce que personne ne portera le chapeau de Bako Lola en Côte d'Ivoire. Personne aussi ne portera le t-shirt ou bien les casquettes de GS en Côte d'Ivoire. Celui qui porte là, oui, on va le éléguer. À beaucoup partout où vous voyez quelqu'un qui porte le t-shirt de Bako Lola, faites-le avaler ça. À beaucoup partout où vous voyez ceux qui portent le dépit de GSK là, faites-les avaler le t-shirt, leur chapeau.
C'est gâté même, c'est gâté, c'est marché partout. Quand tu sors des gens qui étaient intimidés, quand ils sont intimidés, tu ne sais pas dans quel moment ils tombent, ils marchent en même temps. Même non pas d'informations ici, ils ne font rien pour trouver le minimité d'ailleurs. Parce que les autorités ici, ils ne font rien même, ils ne font rien, ils sont allés les gars. Ils ont fait ça que ça peut passer, partager, ils engagent les gens, ils vont s'arrêter à leur dignité. C'est gâté même. C'est la plus grande compagnie de transport d'ailleurs. La grande compagnie. Et même les autres camions de la gare. Il était important de vous, au-delà des mots, de vous montrer quelques images de ce qui se passe déjà, avant même que nous, le Conseil constitutionnel même ait annoncé la liste des candidats à l'élection présidentielle du 30 octobre. Mais au-delà de ces propos, je voudrais exhorter nos parents, nos populations, du nord au sud, à ne pas succomber à la tentation et aux appels à des affrontements intercommunautaires. Certaines personnes parlent et veulent se présenter comme étant les porte-parole de groupes ethniques, de populations au niveau régional. Ces personnes qui attisent le feu ne sont heureusement pas les porte-parole des communautés et des partis politiques dont elles se réclament. Et ces propos qui sont parfois d'une extrême gravité méritent de subir la rigueur des lois pénales. Notre pays et son économie fait un lourd tribut à la satisfaction des ambitions personnelles et égocentriques de M. Ouattara. Il aurait pu nous faire l'économie de tous ces morts s'il avait renoncé purement et simplement à cette candidature illégale, conflictuelle et porteuse de mort, la rwandisation du pays et de la France. Nous avons écouté avec stupéfaction et consternation le discours que le chef de l'État a prononcé le samedi dernier lors de son investiture. Celle-ci se voulait sans doute, cette investiture, une démonstration de force pour légitimer une candidature illégale et pour redorer un blason souillé. Mais au final, il est apparu comme un mélange de déni des réalités et d'auto-glorification. Au passage, vous avez dû noter que les mesures barrières ne s'appliquent pas aux militants du RDR, pas davantage d'ailleurs que l'interdiction de se regrouper sur la voie publique. M. Ouattara s'est fait investir candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir appelé à la raison. Nous avons été nombreux dans l'opposition ces derniers jours. Chacun d'entre nous, à sa manière, a misé sur l'amour qu'il dit éprouver pour notre pays, sur le respect des institutions dont il est le garant, sur l'exigence d'exemplarité, d'image donnée par la Côte d'Ivoire au monde à laquelle il aurait dû être attaché. Nous l'avons alerté sur l'effet de contagion que pourrait avoir cette décision et son impact sur la sous-région, dont la crise malienne vient de rappeler l'extrême gravité.
rien n'y a été fait. Je remarque au passage que cette décision se solde déjà par l'isolement du président sortant sur la scène ouest-africaine et internationale. Vous avez, comme moi, constaté la prise de distance du président Macky Sall. Par exemple, à propos du Mali. La leçon du président Mahamadou Issoufou est cinglante. Je le cite. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument qui justifierait que je me sente irremplaçable ou providentiel. Nous sommes 22 millions de Nigériens. Pourquoi aurais-je l'arrogance de croire que nul ne peut me remplacer? Cette nouvelle candidature pour un troisième mandat totalement inconstitutionnel choque une grande majorité de nos concitoyens. Leur président a menti. Il a renié sa propre parole devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant son peuple. Vous connaissez la phrase de Nietzsche, je le cite. Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Fin de citation. Eh bien, désormais, plus jamais, les Ivoiriens ne pourront croire en la parole d'Alassane Ouattara. Depuis ces derniers jours, nous voyons se mettre en place les ingrédients d'une nouvelle tragédie. Cela n'est pas nouveau, car depuis l'origine, le régime joue avec le feu. Il joue avec le feu par son refus obstiné de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Le sort réservé notamment à Laurent Gbagbo et à Charles de Goudet est le péché originel de ce régime, issu de la guerre et qui, ironie du sort, est à deux doigts de nous replonger dans la guerre. Leur radiation des listes électorales et le refus de leur délivrer leur passeport afin qu'ils retournent dans leur pays montrent que l'ignominie ne connaît finalement pas de limite. Je demande solennellement à M. Ouattara de revenir sur cette décision inique qui frise l'ingratitude, car on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, M. Ouattara n'avait pas de passeport, pas de certificat de nationalité, et que c'est bien le président Gbagbo qui l'a autorisé à se présenter à l'élection présidentielle en 2010 en actionnant l'article 48 de la Constitution. M. Ouattara joue avec le feu en misant sur la division entre communautés. Il n'y a rien de plus tragique que ces images d'enfants de la Côte d'Ivoire en train de se battre au nom de l'appartenance à des ethnies différentes. La Côte d'Ivoire en a assez de ces crises préélectorales, électorales et post-électorales. Nous sommes tous fatigués de ces souffrances, de ces familles brisées, de cette nation déchirée. J'appelle encore une fois, solennellement, M. Alassane Ouattara a renoncé à briguer notre mandat. Cette ambition n'est pas de nature à favoriser la tenue d'élections apaisées et démocratiques, mais elle peut nous conduire à la guerre civile. J'appelle le Conseil constitutionnel à la vigilance et à la responsabilité pour faire l'échec au coup d'État constitutionnel de M. Alassane Ouattara. Les arguments juridiques abondent, y compris la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne l'interprétation de l'article 183. J'invite le Conseil constitutionnel à ne pas mettre de l'huile sur le feu, à tenir compte de l'intérêt national en privilégiant la primauté du droit sur toute autre considération. Le Conseil constitutionnel ne doit pas être le détonateur d'une nouvelle guerre civile en Côte d'Ivoire. En conséquence, un Conseil constitutionnel sérieux et responsable devrait rejeter la candidature de M. Ouattara. Nous nous attendons donc à ce que cette candidature soit invalidée, rejetée. Le peuple et la communauté internationale ont les yeux rivés sur le Conseil constitutionnel. Mais quelle que soit l'issue constitutionnelle de cette affaire, notre devoir est de bouter ce régime hors du pouvoir, infliger à ce régime dans les urnes la gifle démocratique qu'il mérite au nom d'une alternance apaisée, d'une démocratie inclusive. Et dans les urnes, je suis persuadé que nous lui infligerons un chaos de coups. Nous avons bien compris que l'arrogance des postures et des mots samedi dernier au stade Oufo-Boigny
que le RHDP n'envisage pas de perdre. La phrase terrible « Je préfère mourir au pouvoir plutôt que de périr en prison » aurait été prononcée selon certains opposants politiques. Je voudrais dire que la mort ou le péril ne sont pas une fatalité. Il y a une autre voie, l'alternance démocratique et pacifique. C'est notre voie. Et je voudrais rassurer qu'avec la victoire du Front populaire ivoirien, avec vos serviteurs, il n'y aura ni mort, ni prisonniers politiques, ni exilés politiques. Je veux en revanche jouer de toutes nos armes pour démontrer l'illégalité de cette candidature et pour contrer les tentations de braquage électoral d'un pouvoir aux abois, esselé et frileux. J'ai noté le silence gêné des grandes puissances face à la volte-face du candidat Ouattara. Je leur demande une seule chose, nous aider à assurer la régularité du scrutin, car les velléités de tricherie ne manqueront pas. Elles doivent être conscientes qu'un braquage électoral se traduirait par une nouvelle crise post-électorale. Elles en connaissent le prix. Le reste est de notre ressort et relève de notre seule souveraineté. Alors qu'ils sont minoritaires, M. Ouattara et son régime se permettent toutes sortes de dérives parce qu'ils voient que l'opposition est divisée, éparpillée et émiettée. Ils comptent donc sur la dispersion de la majorité pour tenter de s'éterniser au pouvoir. Si M. Ouattara réussit ce braquage électoral, ce serait aussi de notre faute à tous, opposants à son régime. Ce serait aussi une trahison envers le peuple de Côte d'Ivoire qui soutient majoritairement l'opposition dans ses différentes composantes. Ce serait enfin la preuve de l'incapacité de l'opposition ivoirienne à surmonter cette frustration, les questions d'amour-propre, de positionnement et d'ego pour constituer une force politique. Nous avons donc l'obligation de nous rassembler. La volonté individuelle de chacun d'entre nous d'être président de la République ne doit pas primer sur l'intérêt général qui commande que M. Ouattara quitte le pouvoir. Je lance donc ici et maintenant un appel solennel au rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'opposition. Mettons de côté toutes nos querelles intestines. Elles sont mineures et secondaires par rapport à l'intérêt général. C'est ensemble que nous devons engager la bataille pour une alternance démocratique et pacifique dans notre pays. L'heure de l'unité d'action a sonné. Le moment de se rassembler est arrivé. Je l'ai déjà fait par le passé. Je suis prêt à le refaire parce que unis, nous serons plus forts. C'est à nous d'être en première ligne. Merci de votre aimable attention. Comme je l'ai indiqué, je suis à votre disposition, à la disposition de nos amis journalistes pour leurs questions éventuelles. Oui, mais vous êtes journaliste et vous êtes au fond. Alors votre classe est devant. Bon, venez devant, on va vous laisser une place. Les autres sont là pour vous écouter, mais ils ne sont pas... Oui, c'est votre nom et puis... Thierry Traoré. Thierry Traoré. Thierry. LCI. Ok, oui, la question. Monsieur le Président, vous appelez à l'unité d'action. C'est ça. S'il arrivait que l'opposition, un bloc de l'opposition, demandait à boycotter l'élection présidentielle, vous la boycotterez aussi? Nous, bon, je prends votre question et puis tout à l'heure, on va prendre peut-être 3 questions. Merci Président. Je suis Sekavad, journaliste Sekavad VAM, journaliste à ivoiretv.net. Alors vous appelez l'opposition à un rassemblement.
êtes-vous d'accord pour que toute l'opposition parte avec un candidat unique, avec à sa tête quelqu'un d'autre que vous? Monsieur le Président, bonsoir, je me nomme Dimitri, journaliste au quotidien Le Bélier. Le Bélier. Oui, j'ai deux préoccupations. Vous avez une évolution limitée. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Pascal Affinité serait prêt à rejoindre Didier dans ce combat qu'il mène pour le pouvoir? Parce qu'une question, vous appelez l'emploi limité, donc on sait que le FDI est divisé. Est-ce que vous ne pensez pas que l'unité doit déjà commencer au sein même de votre parti, avant même d'appeler la classe politique à l'unité? Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Jules Bégiel, là, de parti CI.net. Monsieur le Président de la République a annoncé en visite d'État dans le Moronou. Aujourd'hui, nous appelons à l'unité, aucun front commun contre lui, contre ses actions. C'est-à-dire que cette visite d'État dans votre département ne vous intéresse pas. Ou bien êtes-vous prêt, sinon êtes-vous prêt à l'accueillir dans votre département, puisque depuis là, il ne faut pas aller. Monsieur le Président, moi je suis Léon Saka, journaliste de quotidien. Donc, vous dites Léon Saka pour l'Inter. La question est la suivante. Vous dites que Alassane Ouattara est en train de faire un forcing, sa candidature est inéligible. Vous appelez le Conseil constitutionnel à prendre ses responsabilités. Et si le Conseil constitutionnel venait à valider sa candidature, quelles sont donc les actions que vous en prévoyez mener? C'est la première liste. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ok, merci. Alors, M. Sié Raoulé nous demandait si le boycott est proposé par l'opposition dans le cadre du Front commun. Mais s'il est proposé dans le cadre du Front commun, ça veut dire que nous tous on est d'accord pour le boycott. Parce qu'il ne voit pas comment on peut être dans un cadre et le cadre propose quelque chose et puis vous faites autre chose. Donc, si le boycott est proposé comme une voie, c'est dans le cadre d'abord que nous allons argumenter pour montrer que le boycott, parce que ça c'est notre démarche. Notre démarche, c'est la participation. Notre démarche, c'est l'alternance démocratique. Parce que, surtout au stade actuel, à ce moment précis, où le RHDP, je dirais même, est fini, qu'il est à terre, la démarche que nous devons avoir, c'est comment nous rassemblons nos forces pour mettre fin à ce régime. Boycotter, mais c'est leur donner un nouveau souffle, un second souffle. Boycotter les élections de 2020, c'est donner un second souffle au RHDP. C'est-à-dire leur donner 5 ans encore pour se reconstituer, alors qu'ils sont morts. Ils sont morts. Le parti est mort. Solidium est parti, Bédi est parti, Denka est parti, Mabi est parti. Même certains, même fondateurs du RHDP, du RDS, c'est-à-dire à Montano, est parti. Et c'est à ce moment-là que vous allez boycotter, vous allez démissionner, allez vous asseoir pour qu'il ce programme élu et qu'ils aient encore 5 ans pour utiliser les moyens de l'État pour se reconstruire. Ce serait la pire erreur que l'opposition ivoirienne ferait si elle décidait de boycotter ces élections.
et de permettre à Ouattara d'aller s'installer tranquillement, ou alors celui qui va le représenter d'aller s'installer tranquillement au pouvoir. Le boycott, c'est une solution, je dirais, je ne sais pas comment la qualifier, cette solution, parce que dire que c'est une solution de facilité, ce serait même faire honneur à ceux qui prennent le boycott. Cette démission, c'est... Non, je ne sais pas quel mot utiliser. Ce n'est pas le moment de boycotter. C'est le moment de se rassembler pour mettre fin. Parce que la chute du RHDP ne tombera pas du ciel. Il ne faut pas que les gens croient qu'en fuyant le combat électoral, en se réfugiant dans une posture de boycott, les choses vont changer. Les choses ne changeront pas si on ne s'engage pas, sur tous les terrains. Sur le terrain politique, à travers les manifestations, si nous avons les moyens de manifester, mais sur le terrain électoral, aucune voie démocratique ne doit être exclue. Et l'élection est une voie démocratique, est un moyen de changer les choses. Et nous, Front populaire ivoirien, c'est cette voie que nous avons choisie. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les enfants des élections. Parce que nous sommes un parti démocratique. C'est vrai que nous avons boycotté les élections en 1995. Mais nous avons été aux élections législatives qui sont venues un mois après. Parce que le boycott est une arme à double tranchant et une arme exceptionnelle qu'on utilise exceptionnellement. Une arme à double tranchant. Ça ne doit pas être la règle. C'est un moyen qu'on peut utiliser exceptionnellement dans certaines conditions, mais on ne peut pas en faire le moyen de lutte politique. À ce moment, il vaut mieux ne pas créer un parti politique. Si chaque fois vous boycottez, il vaut mieux ne pas créer un parti politique et attendre que le temps ou le sort règle les problèmes du pays. Donc nous ne sommes pas favorables au boycott. Mais si nous sommes favorables à l'unité de l'opposition, et nous sommes prêts, dans le cadre de l'unité, à argumenter pour convaincre tous les partis politiques de l'opposition de faire confiance au vote. De faire confiance au vote. De ne pas exclure a priori cette voie. De ne pas l'exclure a priori. De l'utiliser. Parce que c'est parce que nous avons fait confiance au vote que nous avons pu accéder au pouvoir en 2000. Avec la junte militaire. Dans un contexte troublé, pratiquement identique au contexte actuel. Je dirais même pire même que le contexte actuel. Puisqu'en 2000, les principaux candidats avaient été éliminés. Béli avait été éliminé, Alassane Ouattara avait été éliminé. Le PDC n'avait aucun candidat. Mais nous avons été aux élections. Nous étions les seuls qui représentaient l'opposition, je pourrais dire, significative, face à la junte militaire. Beaucoup ne croyaient pas en notre victoire. Mais nous avons gagné. Et quand même, le chef de la junte militaire a tenté de faire au dernier moment un coup d'État électoral, le peuple se mobilisait parce que par l'élection, nous avions créé la mobilisation. Donc ceux même qui parlent même de transition, allez-y aux élections d'abord. Mobiliser les Ivoiriens dans les élections, créer un environnement de mobilisation, de manière à ce que si le vaincu tente de s'accrocher, le peuple debout, comme il a été en 2000, l'oblige à céder. Mais à froid, sans préparation, sans que les gens soient chauds, vous dites, on a fait transition. Une transition ne se fait pas à froid. Et si on veut le faire, il faut chauffer le peuple. L'élection, si on n'a pas le moyen de le faire maintenant, l'élection est une occasion pour chauffer le peuple, pour mobiliser les gens, les jeunes, les femmes, pour les mettre en mouvement. Et c'est parce qu'ils sont en mouvement qu'ils peuvent faire tomber tous les obstacles sur la voie de l'accession au pouvoir. Et nous, c'est la voie que nous avons choisie. Et votre Séga, êtes-vous d'accord pour un candidat unique de l'opposition?
Si je prends l'unité, c'est que je suis d'accord. Si l'opposition veut se donner un candidat unique, nous ne sommes pas accrochés à une candidature. Nous sommes candidats parce que nous voulons changer, que les choses changent. Mais si l'opposition se rassemble et que nous voyons qu'en dehors d'AFI, il y a un candidat qui rassemble plus que AFI, et que c'est objectif, ce n'est pas je dirais, méchanceté ou par volonté d'exclure, mais si les arguments objectifs sont là, et moi je suis convaincu qu'il peut mieux faire que moi, nous allons décider au niveau du parti, parce que je ne suis pas candidat à mon nom personnel, je suis candidat d'un parti politique, le parti va se réunir, apprécier, et je suis persuadé que si tous les cadres, tous les dirigeants du FPI sont convaincus que c'est avec celui-là que nous pouvons gagner, je ne suis sûr que nous allons nous rassembler autour de celui-là pour gagner. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la victoire. Ce qui est important, c'est le changement. Pas que X ou Y soit à la tête de l'État. Dimitri de Bélier, est-ce qu'on est prêt à rejoindre Bédier? Bédier ne veut pas de nous. Vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Je suppose que vous ne venez pas d'un long voyage. Depuis 2019, c'est nous qui avons, je peux même dire que c'est nous qui avons encouragé Bédier à rompre avec le RHDP. Nous avons montré que nous étions prêts, nous étions disponibles, que nous devions construire une nouvelle alliance politique pour le changement, pour mettre fin au régime du RHDP. C'est nous. Mais pour des raisons qui lui sont propres, le président Bédier a préféré faire un autre choix. Il a préféré d'ailleurs jouer le choix de la division du FPI. Il a fait le choix de la division du FPI pour s'approprier un morceau. C'est dans ce choix qu'il se trouve. Si demain il change de choix, il change de stratégie, et qu'il considère que nous sommes utiles à la lutte, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts, nous sommes prêts. Parce que nous faisons la politique. Et en politique, il n'y a pas de ressentiment ou de frustration à avoir. Ce qui est important, c'est l'intérêt politique, le gain politique. Et si donc, demain, après-demain, le président Bédier dit qu'il faut qu'on se mette ensemble, on se mettra ensemble. Et vous, votre deuxième question, qui concerne l'unité, pourquoi l'unité ne doit pas être au sein du FPI avant les autres? Non, ce n'est pas nécessaire. Si on est tous ensemble, on est tous ensemble. Ce n'est pas une nécessité que ceux que nous appelons des dissidents viennent en face de l'unité d'abord avant d'aller. Si on nous appelle, si nous sommes tous d'accord pour travailler ensemble, ce qui est important, c'est de travailler ensemble. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être ensemble pour changer les choses. Ceux qui vont être avec nous dans une unité d'action, on ne partage pas tous la même idéologie. On n'appartient pas tous au même parti. Mais on sera rassemblés par le même objectif, par le même intérêt positif, par l'intérêt de notre pays. Donc moi, je n'ai aucun complexe demain à être dans une marche avec à côté Simone Babo, Achoua Abou, Kone Boubacar. Je n'ai aucun complexe. Parce que ce n'est pas ça là qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on est ensemble et puis on agit pour changer le pays. Après nos querelles internes, on réglera ça. Si le pays change, qu'il y a la démocratie, certainement qu'il y a un certain nombre de querelles qui vont tomber d'elles-mêmes, qui ne seront plus d'actualité. Et je suis persuadé que demain, si nous gagnons, même dans ce contexte, si nous gagnons, l'unité du FPI va se faire automatiquement. Parce que je ne vois pas un seul militant qui va bouder la victoire. Donc, n'exagérons pas la question du conflit ou des crises à l'intérieur du parti. Parfois, on lui donne trop d'importance. On lui donne trop d'importance. Alors qu'on oublie ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental dans la crise au sein du FPI, à la différence des autres crises, c'est que eux tous, ceux qui se réclament de la légalité, comme ceux qui se réclament de la dissidence, nous tous, nous on dit qu'on est un pays.
C'est notre amour du FPI est tel que chacun même dit c'est pas le président du FPI. Mais ça, c'est un élément fondamental. Il ne faut pas négliger. Il signifie qu'on peut se retrouver à n'importe quel moment parce que nous avons l'amour, un amour commun pour notre parti. À tel enseigne qu'on ne veut pas le lâcher. Les autres auraient pu créer notre parti, mais disent non, c'est un pays. Et que d'ailleurs, c'est nous qui assumons la direction. Moi, ça me rassure, parce que ça signifie qu'à tout moment, on peut se retrouver. À tout moment, on peut se retrouver. Et donc, il ne faut pas exagérer cela. Si le cas de l'unité de l'opposition peut nous permettre de nous retrouver, ce serait tant mieux. Ville d'État de Alassane Ouattara dans le Morono. Maintenant, il est candidat. Donc, tout ce qu'il fait, c'est en tant que candidat. Parce qu'il ne peut pas dire, bon, il porte le képi de candidat du RADP, puis arriver à Kotobi, il va déposer. On prend le képi de chef d'État. Quand on a décidé d'être candidat, on est candidat et on doit être perçu comme candidat, et donc il sera en campagne électorale. Alors, dans une démocratie, il y a des règles déontologiques. Donc, entre nous, il y a des règles déontologiques. Et l'une des règles, c'est que un candidat ne peut pas être assis à la tribune d'un autre candidat en campagne. Ça, M. Ouattara le sait. M. Ouattara le sait, donc personne ne lui fera la leçon là-dessus. Et il ne sera pas surpris de voir qui est venu à son meeting électoral. Violence. Et si le Conseil constitutionnel validait la candidature, que feriez-vous? Mais s'il valide, on va le battre aux élections. La lutte que nous menons a plusieurs aspects, à plusieurs moments. Il y a le moment politique, c'est dans ce moment où nous sommes, où nous pouvons utiliser les manifestations des rues, des marches, des sittings, etc. pour exprimer une opinion vis-à-vis d'une décision que l'autorité publique ou qu'un leader politique veut prendre. Il y a le moment des institutions. Il y a le moment des institutions. Soit l'Assemblée nationale doit voter une loi que nous n'acceptons pas. Si nous sommes nombreux au Parlement, on se mobilise au Parlement pour faire échec à cette loi. Et puis il y a le moment aussi électoral, notre moment institutionnel, le moment électoral. Si on n'a pas réussi dans la rue, si on n'a pas réussi dans les institutions, on peut réussir devant le peuple. Et je pense que c'est même la décision la plus souveraine, celle qui transcende les plis de position des institutions, qui peuvent être des institutions démocratiques. Donc nous inscrivons dans ces trois moments. Dans ces différents moments, nous sommes devant être présents. Parce que c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement de privilégier un moyen et puis dire qu'on meurt avec ça. Non. Dans la rue, ou on gagne dans la rue, ou on perd dans la rue. Ce n'est pas la démocratie. Et les autres moyens démocratiques, notamment l'élection. Pourquoi on va le bouder, ce moyen-là? On n'a pas le bouder. On doit l'utiliser. Parce qu'en démocratie, il faut savoir que c'est comme n'importe quel... C'est aussi un sport, la politique. C'est aussi un sport, la politique. Et dans un sport, on se bat en voulant gagner. On peut gagner comme on peut perdre. Il ne faut pas exclure l'échec. Il ne faut pas exclure l'échec dans l'action politique. Échec justifié ou injustifié. Échec
juste ou injuste. Il ne faut pas exclure, parce que ça fait partie de la vie. Il y en a qui ne voient la vie que sous un angle. Sous l'angle qui leur est toujours favorable, qui leur est toujours profitable. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Dans la vie, il y a beaucoup d'injustices. Dans la vie, il y a beaucoup d'injustices que les uns et les autres sont souvent assument. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'injustice qu'il faut baisser les bras. Il ne faut pas lutter pour défendre ses droits. Lutter pour défendre ses droits. Dans tous les forums, dans tous les contextes où on a la possibilité de lutter. Parce que toutes ces luttes, dans tous les cas, un jour ou l'autre, finissent par triompher. Et nous pensons, et je suis persuadé, que cette année, comme dit un chanteur, est notre année. Parce que Ouattara, il est débranché. Ouattara est débranché. Bédier, lui, il est débranché depuis combien d'années? Il n'est pas encore débranché. Il est débranché parce qu'il a dit qu'il n'est plus candidat. Donc, tous ses soutiens ont débranché, ont fermé le dossier, l'ont rangé aux archives. Le dossier de Ouattara n'est plus sur la table des décideurs. Il est débranché. Comment il peut-il gagner? Il est débranché. Il n'est plus dans l'agenda des décideurs. Il n'est plus dans l'agenda de la communauté internationale. Il n'est plus dans la tête des Ivoiriens. Il a dit qu'il part. Et les uns et les autres en ont pris acte. Maintenant, au dernier moment qu'il revient, le dossier, on l'a rangé aux archives. Et on n'est pas prêt à aller le chercher. Voilà la première faiblesse. Et c'est pourquoi lui-même dit qu'il va respecter le verdict des urnes. Non, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Il sait que le verdict des urnes, il n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut l'autoriser à tricher. Il n'y a pas quelqu'un. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la communauté internationale, il n'y a pas quelqu'un qui va l'autoriser à tricher. Et la communauté internationale qui a tant investi en Côte d'Ivoire et qui a tant d'intérêt en Côte d'Ivoire n'a pas l'intention que quelqu'un, par ses turpitudes, mette encore le feu à ce pays. Non, non. Il n'a plus droit à l'erreur. Il n'a plus droit à l'erreur. Et il le sait. Et il le sait. Il n'a plus de risque d'aller à l'abattoir électoral. Tant pis pour lui. Il peut encore, puisque l'élection n'est pas encore arrivée, il a encore l'occasion de se ressaisir. Mais Ouattara ne peut être au pouvoir que si nous sommes tellement peureux, tellement portants, tellement irresponsables, qu'on préfère dire ouais, on n'a qu'à le laisser. C'est sur ça que Ouattara compte. Sa seule chance, c'est, je dirais, l'irresponsabilité des Ivoiriens. C'est ça sa seule chance. Ou la couardise des Ivoiriens. C'est sa seule chance. Mais si les Ivoiriens sont décidés à faire le changement, je ne vois pas comment Ouattara peut rester. Donc la question, et c'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas de candidat, parce que la plupart de ceux qui parlent de boycott, c'est pas parce que on ne peut pas battre Ouattara dans les urnes. Ceux qui parlent de boycott, c'est parce que soit leur candidat n'est pas en cours. Et ils se sont mis dans la tête que pas question d'aider un autre opposant à gagner. C'est pourquoi ils parlent de boycott. Et ce mot de boycott commence à sortir depuis qu'on a vu que certains candidats commencent à être disqualifiés. Mais si leur candidat est en cours, alors mobilisons-nous pour empêcher Ouattara de toucher. Donc c'est ça la réalité. Nous mobilisons pour gagner.
Et nous voudrions que tous les Ivoiriens se mobilisent pour la victoire en notre position. Bon, j'ai fini cette première série de questions. Ok, merci Président. Charles Pascal, dernier, c'est 5 questions. Pierre Pinto de RFI. Oh, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le 25 août, vous avez vos parrainages? Parrainage. Oui, autre question. Corée Benjamin de notre pouvoir. Qui? Corée Benjamin. Monsieur. Il y a des leaders qui remettent en cause le cycle électoral. Certains même proposent un audit. Quelle est votre position? La liste électorale, son audit. Individu de l'Infodrome, continuez la question de RFI. Quand comptez-vous déposer votre candidature, votre dossier de candidature? Sylvain de Baï de Connexion Ivoirienne. Sylvain. Oui, Sylvain de Baï, Connexion Ivoirienne. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous avez imagé vos propos, vous avez soutenu vos propos par les vidéos. Et ces vidéos que nous avons vues nous interpellent quand même. Elles dénotent de ce que la situation est assez dramatique, assez chaotique, et que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas du tout faite. Alors, est-ce que pour vous, l'élection du 31 octobre peut vraiment se tenir dans ces conditions-là, où les Ivoiriens sont dressés les uns contre les autres? Est-ce que les élections peuvent vraiment se tenir, à votre avis, dans ces conditions, si elles devaient même se poursuivre? Deuxièmement, sur les mêmes vidéos, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment dramatique pour que la CPI s'invite dans ce sujet-là, parce qu'on a vu, encore une fois, dans un passé récent, que ce sont ces mêmes dérives-là qui ont conduit les nouvelles autorités en 2011 à instruire le dossier de Laurent Gbagbo pour le conduire à la CPI. Est-ce que la CPI peut s'inviter dans notre combat, dans la dérive actuelle, avec cette image? Je vous remercie. Une dernière question. Oui, la dernière question. Oui. Présentez-vous. Dosso Villa. Dosso, Derrière Monsieur le Président, Jean-Baptiste Dakou, dans un document, a écrit que Laurent Gbagbo lui aurait dit qu'il a été trahi par vous. Et qu'est-ce que vous en dites? Merci. Bien, bon, le parrainage, je crois qu'on est prêt. Hein. Nous sommes prêts. La loi nous demande de réunir 1% de l'électorat de chaque région dans au moins 17 régions. On a déjà ça. Nous avons même dépassé parce que nous voulons nous donner une marge. On ne sait jamais, puisque ça va faire l'objet de vérification. Et c'est que il y ait des doubles parrainages, que certains noms soient soustraits. Il faudrait qu'on ait d'autres régions pour pouvoir, au final, avoir les 17 régions. Donc nous voulons dépasser les 30
nous voulons même dépasser les 20, donc on a ce qu'il faut, mais on continue jusqu'au jeudi, puisque vous l'avez, quelqu'un a posé la question à quand le dépôt de notre candidature. Nous allons le faire le jeudi prochain à 10h. Nous avons déjà pris rendez-vous je voudrais inviter donc tous nos militants à venir, parce que c'est un moment important, comme on l'a fait en 2015, disons à être présent, à être témoin de ce moment important de l'histoire de notre parti. Bon, la remise en cause du fichier l'audit, oui, je suis ça, je sais qu'il y a certains responsables politiques qui évoquent cette question, mais pour le moment, il n'y a pas encore eu suffisamment d'éléments pour que nous puissions en parler au niveau de la direction du parti, puisque si nous devons mener un combat sur cette question, ce n'est pas vraiment ma volonté personnelle. Il faut que le parti prenne acte de ce que ce fichier-là n'est pas crédible. Il faut l'auditer totalement. Moi, ce que je note, c'est que c'est un fichier qui est issu de celui de 2010. Donc, il est à 85%, 90%. Le fichier de 2010 qui nous avait conduit aux élections. Par rapport à 2010, il y a à peu près 1,5 million électeurs nouveaux depuis 2010. Nous sommes plus de 6,5 millions, moins d'1,2 million, même de 6,4 millions. Nous sommes aujourd'hui autour une fois de 7 millions 300 000. Donc à peu près 1 million. Bon, est-ce que c'est dans ce million qu'il y a certains sont étonnés du chiffre de million. Mais logiquement, on devrait, si les choses avaient été bien faites, on devrait être au-delà de 2 millions, voire même 3 millions, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 3 à 4 millions de noms qui manquent sur ce fichier. Soit parce que ces personnes n'osent pas aller se faire inscrire pour diverses raisons, ou bien n'ont pas envie de se faire inscrire. Bon. Ensuite, le million, les 900 000 de cette année, ça fait à peu près 3 fois ce qu'on a enregistré en 2015. Puis en 2015, on était autour de 340, 350 électeurs nouveaux, dans un contexte où tous les partis politiques avaient appelé, enfin où beaucoup de personnes avaient appelé au boycott, et où le traumatisme de 2011 était encore frais dans les esprits. Or, aujourd'hui, le contexte a changé. Il y a beaucoup de responsables politiques qui ont appelé à l'enrôlement. Ensuite, ceux même qui avaient boycotté l'élection de 2015, voire même de 2016 et de 2018, ont commencé à comprendre que le boycott n'est pas une solution. Puisque, au finish, ces personnes-là ne voient pas quel est l'avantage, quel est l'intérêt qu'ils ont pu engranger du boycott. Puisque leurs adversaires sont là, la politique n'a pas changé, et la situation de tous ceux qui étaient dans l'épreuve de notre côté, cette situation n'a pas véritablement bougé. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les difficultés même qui sont faites pour que le président Gbagbo ait un passeport et qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, montre que c'est le changement qui est la solution ultime. Ces gens-là se disent qu'il faut qu'on s'engage dans l'action pour le changement. Si on ne peut pas le faire dans la rue, parce que le contexte est difficile, il faut qu'on s'apprête à le faire dans les urnes. Donc, c'est ce mouvement qui est en cours et qui peut expliquer qu'on ait multiplié par 3 le nombre de personnes enrôlées au cours de l'audience foraine qui a eu lieu. Donc, si nous avons des preuves, si nous avons des éléments, on analyse ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y en a aussi, il y a d'autres personnes qui évoquent, ah oui, il y a le pouvoir a déjà manipulé, ils vont manipuler l'informatique, etc., etc. Bon, vous savez, chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours ces rumeurs, il y a toujours des bruits, il y a ces fantasmes, etc., etc. Mais on ne peut pas basculer dans
dans ce contexte-là, sans hésitation, sans prendre des précautions, sinon on risque de se faire manipuler par ceux qui ont des agendas cachés, qui souhaiteraient même peut-être que les uns et les autres n'aillent pas aux élections. Et le pouvoir actuel peut aussi jouer ce jeu-là pour démobiliser l'électorat de l'opposition. Éventuellement même inciter l'opposition à ne pas aller aux élections. Parce que de toute façon, eux, ça ne les générait pas qu'ils soient seuls. Qu'ils soient seuls aux élections, ça ne les générait nullement, pas plus moment, ils n'ont pas contraint quelqu'un à ne pas se présenter. Moi-même, je serais à leur place. Si vous ne voulez pas venir, je ne vous ai pas contraint. Je serais très heureux d'être candidat unique. J'ai un argument. J'ai dit, mais ils disent qu'ils ne veulent pas. Alors, le pays, il y a une constitution qui dit qu'il faut faire des élections. Les autres disent qu'ils ne veulent pas. Je suis là. Sinon, moi, j'aurais bien voulu qu'ils soient là. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc, moi, c'est pourquoi je ne comprends pas cette insistance à vouloir prôner le boycott. Le boycott, le premier bénéficiaire, c'est celui qui est au pouvoir. Parce qu'il est assuré qu'il gagne haut les mains et sans qu'on lui reproche même d'avoir triché. Puisqu'il n'y a personne devant pour contrôler. Donc, il n'a même pas besoin de tricher. Alors que si vous êtes dedans et qu'il veut forcément gagner, il est obligé de tricher et vous pouvez le prendre la main dans le sac. Et ça peut être une cause de plainte. Amener les observateurs à arbitrer. Peut-être à lui dire, oh, toi si tu exagères. À visage découvert, tu es en train de tricher. C'est eux qui ont gagné, qui donnent leur victoire. C'est ça. Il faut mettre le pouvoir à l'épreuve. Il faut forcer son destin. Il ne faut pas faciliter la tâche à ceux qui sont au pouvoir. Bon, écoutez, c'est leur faciliter la tâche. Bon, Eddie, au-delà du dépôt, il a indiqué Sylvain, est-ce que la situation que nous dénonçons ne justifie pas-t-elle pas le report des élections? Est-ce que les élections peuvent se tenir dans ces conditions? Ça ne dépend pas uniquement de nous. Mais si cela dépendait de nous, et de moi, je n'ai pas posé la question à la direction du parti. Et si le pouvoir était à la place de Ouattara, s'il était à la place de Ouattara, j'allais reporter les élections. Pour peut-être même que je n'aurais pas eu besoin de reporter les élections, parce que j'aurais fait le travail préparatoire pour qu'on ne se présente pas aux élections dans ce contexte confligène, volatile et dangereux. Parce que le vrai problème aujourd'hui des élections qui se présentent, c'est qu'on n'a pas fait la réconciliation. C'est qu'on maintient Gbagbo et Blé Goudé à l'écart alors qu'ils sont acquittés. Et donc ils ont le droit de rentrer dans leur pays. Et que tous leurs partisans les attendent. Et que ces partisans considèrent cette décision comme une injustice inacceptable et qu'ils sont prêts à faire payer ça à celui qui en est l'auteur. Ça, c'est une source de conflit. Deuxième source de conflit, Soro Guillaume, qui est contraint à l'exil pour des raisons politiciennes. Parce que Ouattara ne veut pas qu'ils viennent fausser le jeu électoral en sa défaveur. Donc lui-même, il a créé aussi un point de friction. Alors, quand vous mettez les gens un peu dos au mur, vous ne pouvez pas dormir tranquille et vous ne pouvez pas croire que les choses vont se passer tranquillement. Et nous-mêmes qui sommes des acteurs politiques, on est obligé de prendre conscience que ça, là, c'est une source de déstabilisation, une source de conflit, de violence. Et nous tous qui sommes Ivoiriens, on doit savoir ça. Et on doit agir pour que le pire n'arrive pas, y compris les cadres et les militants du RHDP.
Parce qu'il y a des situations où il ne faut pas être trop gourmand, où il ne faut pas seulement penser à ses intérêts personnels, sans penser aux intérêts de ceux même qui sont à côté. C'est Sankara qui dit que si tu manges à côté d'un homme affamé, tu es en danger. On est dans la même situation. Vous êtes tellement gourmand, vous ne pensez tellement à vos intérêts que vous vous en foutez des autres. Et puis vous allez croire qu'ils vont vous laisser manger tranquillement. Ils vont tout faire pour vous donner l'indigestion. Voilà le risque qu'il y a aujourd'hui. Le risque là, c'est ça. Pourquoi on ne fait pas les choses dans la transparence pour que le meilleur gagne et qu'on épargne au pays des violents? Toi, tu es content. Tu n'es même pas éligible au regard de la Constitution. Tu as dit même que tu n'es plus candidat. Tu changes d'avis, mais les autres, il ne faut pas qu'ils viennent ici. Il ne faut pas qu'ils participent. Voilà. Tu ne peux pas avoir une telle démarche et puis penser que tu construis la paix. Et puis tu veux faire un sacrifice. Mais c'est le pays plutôt que tu veux sacrifier. Donc, chers amis, voilà le problème que Ouattara nous pose. Il nous pose un gros problème. Alors qu'il quand Amadou Bon était candidat, paix à son âme, est-ce qu'il y avait tout ça? Est-ce qu'on brûlait des bus, des magasins, des restaurants à Gagnon, à Daoukoulo, à Bounou? Est-ce qu'on brûlait? On ne brûlait pas. Tout le monde s'est préparé, allait tranquillement aux élections. Pourquoi tu reviens en arrière? Pour mettre le feu au pays? Il y a plein de cas qui disent, il n'y a personne. C'est une insulte, même à tous ces cas de RHDP. C'est une insulte. Parce que même les candidats qui vont se présenter là, s'il y en a 10, il y a des cas du RHDP qui sont 3 fois ou peut-être même 5 fois plus compétents qu'eux. Sa volonté de refaire marche arrière, d'être candidat, vraiment, quand on y pense, on a du mal à saisir, je dirais, son fondement. On voit les inconvénients, on ne voit pas les avantages, ni pour lui-même, ni pour le pays. Parce que même dans ce type, on n'a même pas fait les élections, le pays brûle. Si demain, tu dis que tu as gagné, le pays va continuer à brûler. Moi, je trouve ça simplement scandaleux et tragique. Donc, et je voudrais vous dire que ça là, j'ai proposé à quelqu'un de très proche de Ouattara, à mon nom personnel. Il n'a qu'à repousser les élections. Il dit qu'il n'a pas de candidat. Il n'a qu'à se donner le temps de choisir un nouveau candidat, de préparer ce candidat. Se donner le temps de faire rentrer Gbagbo, Prégoudé, Soro. Faire la réconciliation. Si c'est parce qu'il a peur de laisser le pays dans une situation d'instabilité qui peut se retourner contre lui et dehors, mais il a le temps d'arranger ça. Nous tous, on va être d'accord, mais on va nous encourager. Pourvu qu'au bout, même si c'est 1 an, au bout, on a un pays pacifié, apaisé, réconcilié, et qu'on a nos élections en chantant. On a ça, il est informé. Mais il veut à tout prix qu'on ait aux élections. Je demande aux Ivoiriens d'aller aux élections, mais dans la paix. Parce que, comme on dit chez nous, si tu te fâches pour tuer, si tu vis pour tuer, dans tous les cas, celui qui est devant la va mourir. Donc, on n'a pas besoin de sortir des machettes, des fusils, pour mettre fin au régime de Ouattara. Il suffit qu'on se mobilise, qu'on aille voter en chantant. Notre fusil aujourd'hui, c'est nos bulletins de vote. Notre fusil.
nos cartouches, ce sont nos bulletins de vote. Et si on se mobilise, il n'y a pas de raison qu'on ne le gagne pas, comme on l'a fait en 2000, face à la junte militaire. Est-ce que la CPI va s'impliquer? Bon, mais la CPI elle est déjà en alerte. Hein? La CPI elle est déjà en alerte, elle est là pour ça. Et surtout qu'on est un pays à risque, notre nom est gâté là-bas. Donc ils sont en alerte, on n'a même pas besoin de leur dire, ils suivent. Ils suivent. Comme tous ceux qui sont ici suivent. Donc c'est pour ça que je dis que nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Il n'y a pas un leader politique qui peut se permettre de faire n'importe quoi. Et même les gendarmes, les policiers, tous ceux qui sont là, ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Et les militants du RHDP, comme les militants des autres partis de l'opposition, nous avons tous intérêt à être conscients de ces risques. Ceux qui prennent les maquettes pour aller taillader, il ne faut pas qu'ils oublient l'histoire récente. Il ne faut pas qu'ils oublient. Parce que certains se comportent dans cette affaire comme s'ils n'étaient pas là en 2010, en 2011, en 2012. Il ne faut pas qu'on oublie trop vite. Donc, la CPI, elle sera ce qu'elle veut. Dosso, donc tu as évoqué le fameux texte des choses. Mais, il n'a pas donné tout le texte, il faut lire tout le texte là. Parce que c'est important puisque les Ivoiriens, ils aiment beaucoup ces genres de choses. Mais ce que je voulais dire, au-delà de ce que tu as relevé, à savoir que Jean-Baptiste Akrou dit les raisons pour lesquelles le président Gbagbo ne m'a pas reçu, ou bien enfin, il a des griefs contre moi, qu'il considère que c'est une trahison, parce que certaines personnes m'ont fait croire que mon heure était arrivée. Que mon heure est arrivée. Comme je m'attendais un peu à cette question, donc vous m'excusez, je voudrais quand même qu'on vous lise l'intégralité de la déclaration de Jean-Baptiste Akrou. Alors, il dit, au cours de cette audience à la prison de Chevinguel, Laurent Gbagbo va expliquer 2 raisons pour lesquelles il n'a jamais voulu recevoir Afi-N'Guessan à la Haye. Il lui reproche clairement une double trahison. Selon lui, Afi-N'Guessan a écouté les chants des sirènes qui lui ont annoncé son heure de gloire et l'ont convaincu qu'il était largement temps de tourner la page de Gbagbo. C'est ainsi qu'il a accepté le parricide. Voilà. Oui. Alors, il dit, dans le livre paru à Lamentant, confié à Gbagbo, confie à Akrou que Sangaré lui a dit, notre combat est fini, il a abouti. Laissons les jeunes conduire l'action et les batailles pour les échéances futures. Choisis donc Afi-N'Guessan qui a été ton directeur de campagne pour assurer la relève. Ok. J'ai voulu qu'on lise ça. Parce que si, en 2010, Gbagbo et Sangaré Père Sanabou disent notre combat est fini, il a abouti. Laissons les jeunes conduire l'action et les batailles pour les échéances futures. Choisis Afi, qui a été ton directeur de campagne, pour assurer la relève. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise de mieux que ça? Je vais assurer la relève.
assure la relève. Je vais assurer la relève 20 ans après. On dit, mais pourquoi tu vas assurer la relève? Ça devient une affaire à la Ouattara. Ouattara lui-même n'a même pas attendu 20 ans pour faire marche arrière. Donc, j'assure la relève. Là où ces aînés-là m'ont laissé. Là où ils m'ont laissé, j'assure la relève. Et j'essaie de continuer leur œuvre, de faire en sorte que cette œuvre progresse. Maintenant, s'il veut revenir, dans le cas du RAIDP, il y a eu un malheur qui a expliqué, qui a donné un argument à la volte-face. Mais chez nous, il n'y a pas de malheur. Donc, on peut me dire, bon, écoute, tout compte fait, on veut revenir. Et puis, on va revenir. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je dis que je ne suis pas dans une logique d'empêcher un aîné d'avoir une seconde jeunesse. Je ne suis pas dans cette posture. Et je ne l'ai jamais dit que je suis dans cette posture. Mais si l'aîné n'est pas là, j'assure la relève. S'il décide de venir, je lui sers de fauteuil. Et c'est ce que j'ai dit au président Gbagbo. Et c'est ce que j'ai dit. S'il vient et qu'il est candidat, je l'accompagne, on le soutient. Mais s'il n'est pas là, j'assure la relève. Et je voudrais inviter tous nos camarades, militants du FP, à accompagner cette relève. Parce que c'est pour pérenniser le parti. C'est pour permettre au parti de poursuivre sa mission qui a été brutalement, je dirais, entravée par la rébellion en mai de 2002. Donc, nous qui sommes là, on ne fait que ça. Donc, à la limite, je peux dire que Jean-Baptiste Akrou a posé le problème, lui-même, il a apporté la réponse. Okay. C'est la fin de la deuxième série. Merci, Président. Nous sommes au thème de la série questions-réponses. Président, votre mot de fin. En ce genre de situation, on ne peut que d'abord saluer la présence massive des organes de presse, leur dire infiniment merci de l'intérêt qu'ils accordent à nos rencontres, à nos prises de position. Et puis souhaiter que la presse reste mobilisée pour que les élections à venir soient transparentes, équitables, et que la presse aussi participe au travail d'apaisement, de sensibilisation, pour qu'on aille à l'apaisement. Et que la situation dans notre pays ne dégénère pas encore une fois. Que nous puissions trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes, quelle que soit l'acuité de ce problème-là, que nous fassions confiance aux réponses non violentes. Parce qu'il y a toujours une réponse non violente à n'importe quelle situation. Et à travers le monde, des leaders politiques importants l'ont démontré, des pays l'ont démontré, qu'on peut trouver des solutions non violentes à toutes les situations. Et nous devons expérimenter ces solutions dans l'intérêt de notre pays. Et vous inviter aussi au dépôt de notre candidature le jeudi prochain à la commission électorale indépendante, puis être avec nous pour la victoire en 2020 à notre opinion. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, de Madame le secrétaire exécutif. Merci aux journalistes de la presse nationale et internationale. Et je voudrais signaler à la presse de s'inscrire sur la liste de présence afin de pouvoir actualiser notre base de données. Merci.